simple avocate de province, est devenue l'une des femmes les plus puissantes et les plus controversées d'Amérique latine. Comment Cilia Flores a-t-elle réussi à grimper jusqu'au sommet du régime Maduro, entre coups d'État, népotisme et scandales de narcotrafic? À la fin des années 80, le Venezuela respire mal. L'air des collines de Caracas est lourd de fumée, de gaz lacrymogènes, de promesses brûlées. Dans les rues en pente, la colère gronde. Les bus sont bondés, les marchés clairsemés, les salaires rongés par une inflation vorace. La nuit, les quartiers populaires s'illuminent de feux sourds. Ce ne sont pas des fêtes, mais des pneus qui brûlent, des barricades improvisées. Février 1989, la ville s'embrase. Le Caracazo éclate comme un coup de tonnerre. Les prix des transports augmentent, la patience s'effondre. Des foules descendent des cerros, ces montagnes de briques empilées où vivent les oubliés. Ils dévalent vers le centre, vers les vitrines brillantes, vers les supermarchés gardés. Les vitres volent en éclats. Les mains se tendent vers la nourriture, les téléviseurs, tout ce que la pauvreté refusait depuis des années. Le pouvoir répond par le feu. Sous la présidence de Carlos Andrés Pérez, les forces de sécurité s'abattent sur la capitale et d'autres villes. Soldats et policiers avancent dans les ruelles, fusils pointés, casques durs, regards fermés. Les rafales claquent dans les nuits sans lune. Les corps tombent, invisibles, sans inventaire précis, ensevelis dans le silence des fosses communes ou des registres truqués. Le pays entre dans une zone d'ombre. Le sang se mêle à la poussière des trottoirs. L'État, né pour protéger, devient l'ombre qui frappe. Dans ce tumulte, un vieux système se fissure. Depuis des décennies, deux partis se partagent le pouvoir comme on se passe un sceptre usé. Acción Democrática et COPEI. Bipartisme figé, élite sûre d'elle, pacte dans la pénombre des salons officiels. Mais le Caracazo déchire le voile. Dans les usines, les universités, les casernes, une question se glisse. À quoi servent ces partis qui parlent de démocratie pendant que la troupe tire sur le peuple? La défiance enfle. Les discours des dirigeants sonnent creux. Les journaux rapportent les scandales, la corruption, l'arrogance des familles politiques. Une génération entière regarde le palais de Miraflores comme une forteresse fermée. Pourtant, dans les couloirs étroits de certaines casernes, d'autres voix s'élèvent. Des officiers murmurent le nom de Bolivar. Ils rêvent d'un pays repris des mains des élites, d'un redressement par la force des armes, d'une révolution qui ne se contente plus des urnes. Parmi eux, un lieutenant-colonel au regard dur forge son propre chemin, Hugo Chavez Frias. Il parle de patrie, de dignité, de soldats frères du peuple. Dans les nuits silencieuses, il jure avec ses camarades de briser l'ordre établi. Le destin prend note. Février 1992. Avant l'aube, les blindés se mettent en marche. Des colonnes militaires se dirigent vers les centres de pouvoir. C'est le premier coup de tonnerre. Des unités se soulèvent, tentent de renverser le président. Les radios tremblent, les rumeurs se bousculent. La tentative échoue. Le sang coule à nouveau, mais la République ne tombe pas. Chavez est arrêté, menotté, jeté dans l'engrenage judiciaire. Devant les caméras, il obtient quelques secondes. Deux mots entrent alors dans l'histoire. Por ahora, pour l'instant. Ce n'est pas la fin, promet-il. Ce n'est qu'un arrêt, un repli. Ses yeux, dans le rectangle lumineux des téléviseurs, percent les maisons humbles et les salons bourgeois. Un visage est né, un mythe commence. Plus tard dans l'année, en novembre, une autre tentative de coup d'État frappe. Elle échoue aussi. Le pouvoir résiste, mais le pays comprend. Quelque chose, au cœur de l'armée, s'est levé contre l'ordre ancien. Chavez et d'autres officiers s'enfoncent dans les couloirs froids des prisons. Parmi elles, la prison de Yare, dans l'état de Miranda, devient un pivot du destin. Là, derrière les grilles, une bataille moins visible se prépare. Non pas une bataille de fusils, une bataille de lois, de procédures, de voix qui résonnent dans les salles d'audience. C'est sur ce front qu'entre en scène une femme au regard attentif et à la parole précise. Cilia Adela Flores de Maduro, connue de tous comme Cilia Flores. Elle naît bien loin de Caracas, le 15 octobre 1956, à Tinaquillo, dans l'état de Corredes. Petite ville de l'intérieur, route poussiéreuse, chaleur persistante, campagne où le vent plie les herbes sèches. Là,
Une enfant grandit dans un Venezuela qui croit encore à la stabilité de son pacte démocratique. Rien ne laisse présager qu'un jour, son nom se mêlera à celui des présidents, des généraux, des tribunaux étrangers. Jeune femme, elle quitte ce berceau modeste pour la capitale. Caracas l'engloutit de son bruit. Elle y vient pour apprendre à manier non les armes, mais les codes et les textes. À l'Universidad Santa Maria, université privée dressée au milieu de la métropole, elle étudie le droit. Amphithéâtre, livres annotés, nuits d'insomnie devant les ouvrages de procédure pénale. Elle choisit la voie austère de l'avocate pénaliste. Là où d'autres rêvent de cabinets prestigieux et d'affaires feutrées, elle s'engage dans les sentiers rudes des procès criminels, des détenus oubliés, des dossiers lourds de destins brisés. Elle prête serment, s'inscrit au barreau. Dans le couloir des tribunaux, son pas devient familier. Elle apprend les humeurs des juges, les hésitations des greffiers, la peur qui flotte dans les yeux des accusés. Elle découvre que la loi, sur le papier, est pure et lisse, mais que dans les salles d'audience, elle se froisse, se plie, se déforme. Elle se forge une réputation de femme tenace, une abogada qui ne lâche pas la prise, qui sait se frayer un chemin dans la forêt des articles et des exceptions. Alors que le pays vacille entre crises et complots, un fil invisible la rapproche des hommes enfermés à Yar. Les putschs de 1992 ont produit, en marge des geôles, un champ de bataille juridique nouveau. Des officiers rebelles accusés de sédition, de complot, de trahison. La justice militaire et civile s'entrelacent. Les dossiers s'empilent. Les avocats se disputent une place dans cette arène où se joue plus qu'un simple jugement, le sort d'un mouvement naissant. C'est dans cette fournaise que Cilia Flores rejoint l'équipe d'avocats chargée de défendre Hugo Chavez et ses compagnons d'armes. Elle franchit les portes de la prison de Yar. Le métal grince, les verrous claquent, l'odeur d'humidité et de sueur épaisse enveloppe les couloirs. Face à elle, les officiers rebelles portent l'uniforme froissé des vaincus. Mais leurs yeux, surtout ceux de Chavez, ne sont pas ceux de condamnés résignés. Ils brillent d'une flamme tenace. La jeune avocate pénaliste découvre dans ce prisonnier un orateur, un stratège, un homme convaincu d'être l'instrument d'un destin supérieur. Les réunions de travail deviennent des conversations politiques. On parle de procédures, d'amnistie possible, de manœuvres à mener dans les couloirs du pouvoir civil. Mais on parle aussi d'histoire, de Bolivar, de Patria Grande, de justice sociale. Cilia écoute, interroge, réplique. Elle ne se contente pas de défendre des hommes, elle commence à partager leurs desseins. Au dehors, le temps presse. Dans la société, les voix qui réclament la libération des militaires emprisonnés se multiplient. Des rassemblements se tiennent aux abords des tribunaux. Des tracts circulent. Une campagne se structure pour arracher une amnistie. Cilia Flores en devient l'une des figures. Elle plaide, rédige, argumente. Elle contribue à tisser entre les cellules de Yar et les bureaux des politiciens civils un lien discret mais tenace. En 1994, un nouveau président, Rafael Caldera, s'avance. Le vieux sage du système, revenu au pouvoir, calcule, pèse les forces. Au milieu des tractations politiques, la question des officiers rebelles revient sans cesse. Finalement, l'amnistie tombe comme une porte qui s'ouvre d'un coup. Les grilles s'écartent. Hugo Chavez sort de prison. Avec lui, c'est tout un futur qui se libère. Pour Cilia Flores, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. En se tenant aux côtés de Chavez dans cette épreuve, elle a franchi un seuil. D'avocate défendant des accusés d'exception, elle devient militante, alliée, pièce du cercle rapproché. Les reportages futurs diront que c'est par cette porte qu'elle entre pleinement dans le chavisme naissant. À partir de là, ses pas ne se sépareront plus du chemin du lieutenant-colonel devenu figure nationale. Autour de Chavez, libéré mais pas rassasié, se structure un mouvement. Le Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, le MBR 200, n'est pas encore un parti institutionnel, mais une confrérie politique forgée dans les casernes et les prisons. Cilia en rejoint les rangs. Elle n'est pas soldat, mais elle apporte au groupe une autre arme, la maîtrise de la loi, la capacité de lire la constitution existante comme un champ de bataille possible. Peu à peu, ce noyau se transforme. En 1997, la décision est prise. Il faut conquérir le pouvoir par les urnes. Le MBR 200 donne naissance au Movimiento Quinta República, le MVR. Un parti, un sigle, des couleurs. Une nouvelle colère organisée. Le pays, épuisé par la corruption et les promesses trahies,
Écoute cette voix qui promet une révolution par les bulletins de vote. Décembre 1998. Les urnes parlent. Hugo Chavez remporte l'élection présidentielle. La vieille garde est balayée. En février 1999, il prend ses fonctions. La main sur la poitrine, le regard tendu vers un avenir qu'il veut tailler à sa mesure. Il ne s'agit plus seulement de gouverner. Il veut refonder l'État, écrire une nouvelle constitution. Un processus constituant s'ouvre. Une Assemblée nationale constituante est élue en 1999. Le camp chaviste la domine. Cilia Flores fait partie de ces figures qui gravitent autour de ce grand chantier. Les textes officiels ne détaillent pas, article par article, sa contribution, mais son ombre accompagne le travail des rédacteurs. Elle apporte la rigueur de l'avocate, la ferveur de la militante. À travers les débats, un nouvel ordre institutionnel prend forme. La Constitution de 1999, bientôt approuvée par référendum. Le vieux congrès bicaméral disparaît. En son lieu, une Assemblée nationale unique s'élève. Pour Cilia, c'est une opportunité. Elle se présente aux élections législatives qui suivent, dans les premières années 2000. Elle est élue députée, diputada, sous les couleurs du camp chaviste. La femme des tribunaux franchit le seuil du Parlement. Les couloirs qu'elle parcourt désormais sont tapissés de portraits officiels et d'emblèmes tricolores. Mais les luttes qui s'y jouent sont tout aussi féroces que celles des salles d'audience. Dans l'hémicycle, elle rejoint la majorité qui soutient les réformes du président. Les lois habilitantes, qui permettent à Chavez de légiférer par décret, trouvent en elle une défenseur ardente. Elle sait que dans ces textes se concentre le projet d'un État remodelé, d'une économie pilotée autrement, d'une sécurité redéfinie à la lumière de la révolution bolivarienne. Elle parle, argumente, vote. Son image se dessine peu à peu dans les médias proches du pouvoir, celle d'une femme de loi du chavisme, d'une parlementaire ferme, d'une avocate capable d'attaquer et de protéger avec les mêmes armes juridiques. Mais le pays ne lui offre pas un chemin tranquille. Entre 2001 et 2003, les tensions redoublent. Une grève générale secoue l'économie. Le cœur de la richesse nationale, la compagnie pétrolière PDVSA, est touché par un lockout féroce. Les puits ralentissent, les terminaux se figent, la manne pétrolière vacille. L'opposition et le gouvernement se font face, chacun certain de défendre la patrie. Avril 2002. La tempête éclate. Une partie de l'armée, des entrepreneurs, des responsables politiques et médiatiques tentent de renverser Chavez. Le palais de Miraflores se vide temporairement de son hôte. Le pays retient son souffle. Mais, en quelques jours, le flux d'événements bascule. Des secteurs loyaux de l'armée, des foules chavistes descendues des collines, des équilibres précaires font revenir le président au pouvoir. Dans ces heures sombres, la bataille n'est pas seulement dans les rues. Elle est aussi devant les caméras, dans les tribunaux, au Parlement. Cilia Flores se tient dans cette zone où la politique et le droit s'enlacent. Elle défend, argumente, justifie la légitimité du gouvernement renversé puis réinstallé. On la voit dans les couloirs, documents à la main, prête à contrer chaque attaque juridique par une contre-offensive. Sa figure se fixe, gardienne légale du chavisme, sentinelle parlementaire. Année après année, son influence grandit. Le système politique, bouleversé par la nouvelle constitution, s'habitue pourtant à la présence continue de Chavez et de ses partisans. Mais en décembre 2005, un tournant silencieux se produit. Les principaux partis d'opposition, méfiants, dénonçant les conditions du scrutin, décident de boycotter les élections législatives. Primero Justicia, Acción Democrática, COPEI et d'autres se retirent de la compétition. Les urnes sont alors presque sans adversaire véritable pour le camp chaviste. L'Assemblée nationale qui sort des élections est entièrement contrôlée par les forces au pouvoir. Pas une voix hostile n'occupe les bancs. Dans ce Parlement monocolore, les débats changent de nature. Ce n'est plus la confrontation entre camps opposés, mais la gestion interne de la majorité qui occupe le devant de la scène. Le 5 janvier 2006, au milieu de cet hémicycle rouge, un vote élit Cilia Flores présidente de l'Assemblée nationale. Pour la première fois dans l'histoire du Venezuela, une femme occupe ce poste. Elle prend place sur le haut fauteuil de la présidence, sous le regard des caméras, des portraits officiels, des drapeaux. La voix qui, autrefois, plaidait pour des accusés en danger, parle maintenant au nom du troisième rang de l'État. Au-dessus d'elle, dans l'ordre protocolaire, seul demeure le président de la République et le vice-président exécutif. Le destin, qui l'a conduite des rues poussiéreuses de Tinaquillo à la tête du Parlement, resserre ses liens avec elle. Dans ses mains,
l'agenda législatif du chavisme se concentre, prêt à se déployer dans une nouvelle phase, plus vaste, plus risquée, plus irrévocable encore.